Bonsoir, nous sommes le mardi 26 avril 2022, vous regardez à l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission, la question du consentement et de l'institution judiciaire face aux affaires de violences sexuelles. C'est au cœur d'un documentaire qui raconte le procès du viol du 36 quai des Orfèvres, une histoire fort médiatisée qui a commencé avant MeToo et s'est achevée après. Nos invités sont sa réalisatrice Ovidie et la présidente de la Fondation des femmes Anne-Cécile Maillefer. Mais avant cela, Sandrine Rousseau est avec moi sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Vous avez été candidate à la primaire écolo face à Yannick Jadot, candidate écoféministe, et vous avez réuni 49% des voix. Vous avez été investie par Europe Écologie Les Verts dans la 9e circonscription de Paris. Depuis, des négociations ont commencé entre votre parti et l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon pour parvenir à un accord aux législatives des 12 et 19 juin. Et ce matin, nous avons révélé dans Mediapart, sous la plume de Mathieu Dejean, que vous ne seriez pas candidate aux législatives, pas. En tout cas, vous n'aviez pas à ce jour cette circonscription comme prévu. Que s'est-il passé ? Mais je ne peux pas répondre à ce qui s'est passé en détail puisque je ne suis pas dans les négociations, mais manifestement, cette circonscription a disparu. Et moi, en fait, c'est pas une histoire de ma circonscription ou de ma candidature, c'est comment on fait une assemblée de coalition, un gouvernement de coalition qui va jusqu'à Matignon, et comment on fait en sorte que toutes les tendances, toutes les lignes soient représentées et qu'on crée comme ça un espoir, qu'on fasse se lever les gens. Moi, j'ai incarné pendant toute cette primaire une autre manière de faire de la politique, j'ai incarné un autre discours. Bon voilà, après on peut l'aimer, pas l'aimer, moi c'est pas le sujet. Le sujet c'est que ça a levé des foules manifestement puisque je finis à 49% de la primaire et que là maintenant il y a vraiment un enjeu, c'est qu'on ne rentre pas dans des espèces de guéguerres de partis dont on sait exactement comment elles se déroulent mais dont on sait aussi qu'elles sont mortifères pour tout le monde en réalité. C'est un peu quelle réaction vous avez eue quand vous avez compris que votre nom ne figurait plus en tout cas dans cet accord ? J'ai été surprise. Après, je me dis que c'était... Surprise, vraiment ? Ah bah oui quand même. Je me suis dit que c'était une erreur de frappe. Et puis, après avoir vérifié, non, il ne s'agit pas d'une erreur. Julien Bayou nie la responsabilité d'Europe Écologie Les Verts dans cette décision. Il rejette la faute sur la France Insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, tout le monde nie tout le monde. Enfin, si j'étais défendue, je pense que ça se verrait. Et puis, à la fin, c'est pas... Encore une fois, là, je crois qu'on a un devoir vis-à-vis des Français et des Françaises. Il y a eu quand même cet élan derrière Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle. On y a tous et toutes cru que finalement on n'aurait pas ce duel Le Pen-Macron, puis finalement on a eu le duel Le Pen-Macron. Après, on a fait cet effort d'aller chercher électeurs et électrices qui étaient vraiment très en colère pour faire en sorte que Le Pen ne soit pas présidente de la République. Maintenant, je dis, il faut préserver la vie des gens de Macron. C'est-à-dire qu'il faut préserver absolument notre modèle social, il faut préserver la transformation écologique, il faut aller vers une ambition sociale qui soit bien supérieure à celle d'Emmanuel Macron. Et ça se fait avec tout le monde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se permettre qu'il manque juste un petit bout de cette gauche-là écologiste. Je reviens sur votre cas, qui n'est pas votre cas en tant que votre cas, mais en tant que symptomatique peut-être de ce qui se passe, de ce qui traverse votre parti. Mais vous n'aviez pas été très actif dans la campagne de Yannick Jadot. Vous avez même été exclu du Conseil d'orientation politique après des propos critiques contre lui. Est-ce qu'à votre avis, c'est un règlement de compte ? Mais je pense que la manière dont fonctionnent les partis évacue de manière un peu systématique les personnes qui dérangent une sorte d'ordre, une sorte de manière de faire. Bon, manifestement, je fais partie de celle-ci, mais pour le mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut vraiment qu'on gagne. Et pour ça, il faut aller chercher des gens qui vont chercher d'autres personnes que celles que les partis politiques traditionnels vont chercher. Bon, très bien. Mettons toutes nos forces autour de la table et faisons en sorte que l'on gagne. On le doit aux gens, vraiment. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir 5 ans de Macron. Et depuis qu'il a été élu, j'ai presque mal au ventre de me dire mais on va pas tenir 5 ans, donc on y va et on arrête avec les espèces de petits règlements de compte qui franchement sont pas à la hauteur de l'enjeu. Ouais, mais alors est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir, c'est un vous général, mettre ça de côté et faire en sorte qu'il y ait un accord entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts pour ces législatives ?
Mais il le faut. Vous avez écouté, vous avez entendu Yannick Jadot ce matin sur France Inter. Oui, et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il n'y a pas de contestation du leadership de Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, donc voilà, il a expliqué qu'il souhaitait cet accord tout en refusant que le parti s'efface derrière Jean-Luc Mélenchon. Il faut un bloc social, écolo, républicain. Cette perspective de coalition doit être très ouverte. Cela ne marchera pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Si on veut gagner ces élections législatives, il faut respecter les identités de tous les membres de cette coalition. C'est aussi un peu ce que vous dites en disant qu'il faut toutes les sensibilités représentées. Bien sûr, il faut une coalition, il faut même un collectif, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est vraiment solide et qu'on est une équipe qui soit capable d'aller jusqu'à Matignon. Maintenant, il y a quand même un chef dans cette équipe qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est lui qui a fait 22% et qu'on ne peut pas gommer ça. Donc là où vous n'êtes pas d'accord avec Yannick Jadot, c'est que c'est lui qui a le leadership. Mais oui, il y a un leadership. Il y a un leadership. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les autres tendances. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous la couture sur le doigt sur la couture du pantalon. Mais par contre, il y a un leadership. Enfin, si on joue à ça, mais après, en fait, on donne les armes pour ne pas faire cet accord. Et moi, je ne veux pas parce que je pense qu'on le doit aux gens. Vraiment, là, je sens une colère. Les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, même qui ont voté Yannick Jadot, sont dans une colère de ce qui s'est passé, notamment sur une non-union de la gauche, sur le fait qu'on échoue parce qu'on n'a pas été capable de se mettre d'accord pour les présidentielles. Il ne faudrait pas qu'on refasse la même chose pour les législatives, parce que là, je crois que le peuple de gauche et de l'écologie ne nous le pardonnerait pas. Et franchement, moi, j'aurais du mal à les regarder en face aussi. Ouais. Est-ce que ces discussions, vous les avez au sein de votre parti ? Mais oui, on les a au sein de notre parti. On a eu un conseil fédéral hier où ces discussions ont été portées. Et ce que vous portez là, ce pourquoi vous plaidez là, est-ce que c'est entendu ? C'est entendu, mais je pense qu'il faut que ça soit entendu au cœur de l'équipe de négociation, dont je ne suis pas complètement convaincue de la volonté d'aller jusqu'à cet accord. Et pourtant, il nous le faut. Ouais. Est-ce qu'on est à nouveau face à un simulacre d'accord, un jeu de dupes ou d'union, comme on l'avait eu il y a quand même pas mal de mois, avec la belle photo sur les quais à Paris, puis qui n'avait abouti absolument à aucune union ? C'est en tous les cas ce qu'il faut éviter, à tout prix. Et là, je crois vraiment qu'il y a une urgence. Enfin, je ne veux pas dramatiser la situation, mais je crois que si on n'est pas capable d'être à la hauteur de ce qu'attendent de nous les Français et les Françaises, vraiment, le retour de bâton sera féroce. Est-ce que ça, celui qui a été candidat de votre parti, qui était votre concurrent à la primaire, et qui dirige encore ce parti, il l'entend ? Est-ce que vous en parlez avec lui, par exemple ? Je ne sais pas s'il l'entend, mais voilà, je sais que les lendemains de défaite ne sont pas non plus les moments les plus agréables, mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait le bilan de ce que ça avait été de taper sur les collègues à gauche pendant la présidentielle. Manifestement, ça n'a parlé à personne. Et là, il faut qu'on sorte de ça pour parler de ce qu'on fait en matière d'écologie, en matière de social, et de retraite, de chômage, de réduction du temps de travail, de fait de enfin faire cette transition massive dont on a besoin, de sortir du productivisme, de la croissance. Enfin, vraiment, les enjeux sont tellement énormes que si on croit les rapports du GIEC, que si vraiment on est écologiste, qu'on a 3 ans pour agir, on met tous les moyens pour agir. Quelles conséquences vous tirez de ce qui s'est passé sur votre cas personnel ? Est-ce que vous souhaitez quand même être candidate aux législatives ? Mais bien sûr, je suis candidate sur la 75-09. Enfin, il n'y a même pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute, je suis candidate sur la 75-09. Quoi qu'il en coûte. Je suis candidate sur la 75-09. Quand on vous entend, on sent une forme de proximité avec la France Insoumise. Il n'est pas question de quitter Europe Écologie Les Verts pour adhérer à l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon ? Mais non, mais ça, depuis le lendemain de la primaire... Je vous pose la question. Cette question non-stop. Non, mais je sais Elle se pose d'autant plus à la faveur de ce qui s'est passé. Parce que déjà, l'écologie n'appartient à personne et qu'il n'y a pas de... Voilà, ils ne sont pas plus légitimes que moi à porter cette écologie et que par ailleurs, je pense que derrière, il y a la question de la reconstruction de la gauche, que cette reconstruction, elle passe aussi par le fait qu'il y ait plusieurs partis politiques et qu'on porte des lignes qui soient différentes. Moi, j'aime le parti politique de l'écologie, c'est ma formation politique, c'est ma structure intellectuelle. J'aime cette écologie qui part de la base, qui est fondée sur du municipalisme libertaire, qui est sur quelque chose de très co-gestion, y compris sur les territoires, et que ça remonte. Bon, tout cela, par exemple, ça n'est pas complètement porté par la LFI. J'aime la sobriété, c'est l'idée qu'on sorte de la croissance, du PIB. Bon, tout cela, il va falloir le porter. Donc, c'est ma famille. Et cette famille-là... voilà, j'y suis aussi légitime que n'importe qui. Merci Sandrine Rousseau d'être passée sur le plateau d'Aller Libre. Donc Sandrine Rousseau, première interview de la candidate aux législatives sur la 9e circonscription de Paris. Merci, bonne soirée. La suite de l'émission.
C'est ce que la presse a appelé le viol du 36 ou l'histoire d'Emily Spanton, une touriste canadienne qui affirme avoir été violée par des policiers au 36 quai des Orfèvres à Paris, siège historique de la police judiciaire parisienne et de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Les faits remontent à 2014 et vendredi dernier, 8 ans donc après les faits, les 2 policiers condamnés en première instance ont été acquittés, suscitant de nombreuses réactions et questions. Questions abordées dans un documentaire que France 2 diffuse demain soir, le procès du 36, réalisé par vous, Ovidie. Bonsoir et bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Bonsoir. Anne-Cécile Maillefer, bonsoir. Et bienvenue. Vous présidez la Fondation des femmes. On vous a invité pour savoir ce que vous pensez de la demande de nombreuses voix d'un pourvoi en cassation que seul le parquet général, sous autorité du garde des Sceaux, peut formuler. Enfin, Lénaïque Bredou, Marine Turki, salut à tous les deux. Vous enquêtez sur les violences sexuelles et sexistes pour Mediapart. Léna, tu es notre responsable aux questions de genre. Marine, tu as signé Faute de preuves, livre enquête sur les limites de la justice et la police en matière de violences sexuelles. D'abord, Ovidie, racontez-nous pourquoi vous vous êtes intéressée à cette affaire. Alors moi, je me suis intéressée à cette affaire particulièrement en 2019, durant donc le procès en première instance. Donc c'était janvier-février 2019, et je l'avais suivi de façon presque feuilletonesque, il faut bien le dire, puisqu'il avait été live tweeté par 3 journalistes, Marie Barbier de l'Humanité, Thibaut Chevillard de 20 minutes et Aurélie Sarraud de LCI. Et je l'avais suivi au jour le jour, et quand il y a eu ce verdict de 7 ans ferme, je me souviens avoir été très étonnée, déjà parce que c'est pas courant que des policiers soient condamnés. Là, ils ont été acquittés vendredi dernier, mais en première instance, ils avaient été condamnés. Et c'était rentré, je dirais, à ce moment-là, vraiment dans ma sphère de pensée. Je me suis dit, ok, très bien, on va revenir en arrière, on va revenir en 2014 et on va voir comment l'instruction a été faite. Je me suis rendu compte qu'il y avait eu, en 2016, une ordonnance de non-lieu qui avait été... Donc, ordonnance de non-lieu, ça veut bien dire circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a même pas de procès à faire, etc. Et la question que je m'étais posée, c'est comment est-ce qu'on passe en 2016 de ordonnance de non-lieu à 2019, 7 ans ferme. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la société ? Est-ce qu'il y a eu un changement des mentalités ? Est-ce qu'il y a eu un changement dans notre façon de juger ce type d'affaires ? Qu'est-ce qui a changé ? Et une des pistes de réponse qu'essaie d'apporter le film, c'est que, bien évidemment, il y a eu MeToo entre-temps. Et voilà. Alors, on va rentrer dans le détail du documentaire et de la façon dont vous décortiquez justement ce procès et l'enquête. Avant cela, une question sur la diffusion. Donc, c'est donc demain. C'est après la décision en appel. C'était volontaire ? Absolument. C'était volontaire. Le film, pour être très honnête, je l'ai terminé il y a à peu près un an et demi, puisque donc le film porte donc sur les faits entre 2014 et 2019, et je trouvais que peu importe le résultat de l'appel, finalement, le film était signifiant sur comment on juge ce type d'affaires, en fait. Et c'était une volonté de ma part, parce que je voulais pas, moi, interférer d'aucune façon dans le procès en appel. Je voulais pas mettre le bazar. Je voulais pas. Voilà, je pense que c'est trop grave, en fait. Dans un sens comme dans l'autre. Envoyer même des gens en prison, moi, ça m'emballe pas non plus sur le fond, puisque je suis contre la prison. Donc voilà, dans les deux sens, je trouvais que la résultante était trop grave pour venir, moi, mettre le dawa avec un documentaire. Donc j'ai fait ce documentaire, et une fois qu'il était terminé, on a attendu bien patiemment que l'appel soit terminé, que le verdict soit prononcé pour pouvoir le diffuser. Alors, donc ce documentaire, il raconte le procès de première instance par celles et ceux qui l'ont vécu, des avocats des 2 parties, les journalistes, vous l'avez dit, Emily Spanton elle-même, et aussi le procureur général de ce procès en première instance, Philippe Courvois. Le documentaire est extrêmement factuel, très documenté. Il raconte aussi l'enquête de police, les failles. Sur l'enquête, justement, écoutons un extrait de votre documentaire. Côté policier, il y avait quand même une volonté d'essayer de faire bloc contre les déclarations de cette victime et de la discréditer. Et j'ai vu cela aussi dans la manière dont les premières investigations ont été conduites. Le parquet n'est prévenu qu'à 5 heures, alors qu'elle descend à 2 heures. Il y a un long temps avant de prévenir les services du parquet. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage, d'appels téléphoniques vers les supérieurs hiérarchiques de la police, avant que l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le parquet, soit informée de la réalité des choses. Donc, est-ce que c'est un temps
pour nettoyer la scène. On peut l'imaginer aussi. Les 2 suspects repartiront chez eux sans qu'on ait fait des prélèvements sanguins et sans qu'on ait vérifié s'ils étaient en état d'ébriété, ce qui aurait pu être une circonstance aggravante dans le cadre de leur poursuite. Ils ne seront placés en garde à vue que 38 heures après. Le fait qu'on les autorise à monter dans les étages, on va monter le soir même, alors qu'Emily Spanton est encore sous le porche, il va monter à 1 ou 2 reprises dans les bureaux. Et le fait qu'ensuite, ils y reviendront le lendemain, alors que les lieux auraient dû être complètement sanctuarisés. Marine Lesnay, est-ce que ce genre de manquement, c'est fréquent, c'est classique dans ce genre de dossier ? Dans les affaires de violences sexuelles, on voit quand même souvent qu'il y a des prélèvements qui sont faits trop tard, qu'il y a des témoins qui ne sont pas interrogés. Enfin, on a sur Mediapart documenté plein d'enquêtes qui montrent les fiascos policiers et les conséquences de tout ça. Parce qu'après, la manifestation de la vérité, elle est compliquée. Mais on le voit notamment dans des dossiers assez sensibles et médiatisés. On a raconté sur Mediapart avec Léna Higg l'affaire Luc Besson, où Luc Besson, il est accusé de viol et le lendemain, tranquillement, il prend l'avion pour l'étranger. Il va être auditionné 4 mois après, alors qu'on est dans le cadre d'une enquête de flagrance, en fait, exactement comme dans cette affaire. Donc, c'est pas normal, et c'est des défaillances qui ont des conséquences énormes, parce qu'en fait, le soupçon, il pèse dans un sens comme dans l'autre, c'est que à partir du moment où les premiers actes d'enquête, que l'enquête démarre mal, c'est fichu ensuite. Ça va permettre, on va perdre des preuves évidemment, mais ça met cette espèce de soupçon qui est évoqué dans le documentaire, justement. D'ailleurs, le pire, c'est que ça les a desservis lors du procès en première instance, parce qu'on s'est posé la question de pourquoi ces prélèvements n'avaient pas été faits, pourquoi elle, on sait qu'elle est à 2 grammes, 2 grammes 5, et eux, on ne sait pas à quel taux d'alcoolémie ils sont. Donc se pose pourquoi est-ce que le lieu n'est pas sanctuarisé? Toutes ces questions ont été posées. Et je pense que d'une certaine façon, lors du premier procès, ça les a desservis, en fait, parce que ces questions étaient là. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? D'ailleurs, c'est un constat qui met toutes les parties d'accord, que ce soit le ministère public, la défense ou les parties civiles. Ça, c'est l'aspect matériel de cette enquête. Il y a aussi tout un aspect, je dirais, moral sur notre traitement en France des affaires de violences sexuelles et sexistes. Et je voudrais qu'on écoute un autre extrait. C'est un peu le miroir qui nous est tendu par l'avocat au Canada d'Emily Spanton qui permet de le comprendre. Au Canada, notre système est très différent. C'est un système accusatoire et pas un système inquisitoire comme en France. Les juges ne mènent pas d'enquête. On ne va pas fouiller dans la vie privée de la personne qui porte plainte. En fait, au Canada, et ceci depuis 30 ans maintenant, la personnalité de la plaignante ne peut pas être un élément à charge. Elle n'a pas d'influence sur l'affaire. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'ici, les enquêteurs vont croire à tout ce que dit une plaignante. Mais entendre que la famille d'Emily a été interrogée, que son ancien mari a été interrogé, qu'ils sont allés chercher dans ses dossiers médicaux, pour moi, cela donne l'impression que la victime est présumée coupable, jusqu'à ce qu'elle réussisse à prouver qu'elle est victime. Cette façon d'inverser la charge de la culpabilité, d'une certaine manière, ça c'est quelque chose de fréquent dans les dossiers de violences sexuelles. On le voit extrêmement souvent, du dépôt de plainte au commissariat ou en gendarmerie jusqu'au procès, en fait, sur toute la chaîne, quand une personne se plaint, rentre dans un processus judiciaire, ce préjugé-là, cette idée-là, cette manière de concevoir et d'accueillir sa parole est extrêmement, extrêmement fréquent. J'allais dire systématique, mais ce serait exagéré, nous disons extrêmement fréquent. C'est même au cœur, y compris, de la conception et de la manière dont on perçoit les violences sexuelles en France, dont on conçoit le viol, dont on définit le viol, et c'est la manière dont on perçoit les femmes qui viendraient porter plainte. On pourrait dire d'ailleurs relativement la même chose des enfants et de la manière dont on reçoit la parole des enfants qui sont présumés menteurs. Voilà, un truc qui a été construit au fil des années, tout comme les femmes sont présumées menteuses en réalité. Et donc du coup, on va chercher dans ce qu'elles auraient pu dire, dans leur vie et à leur
alors en plus, se rajoute à ça évidemment des stéréotypes sexistes extrêmement forts, c'est-à-dire que si vous avez une femme, de préférence jeune, si elle s'habille avec des jupes courtes, enfin on peut rigoler avec ça, mais c'est encore le cas aujourd'hui dans les commissariats et aussi dans les bureaux des magistrats et des magistrates, pas uniquement dans les commissariats, mais également dans des procédures judiciaires, ça existe dans des décisions de justice, la manière dont les femmes sont habillées, leurs mœurs, c'est-à-dire leur vie sexuelle concrètement, et si vous avez une femme qui s'habille avec des jupes courtes, qui boit trop et qui couche en soirée, concrètement, vous êtes mal parti dans la perception que vont avoir les enquêteurs ou les enquêtrices et les magistrats et les magistrates de ce que vous racontez. Et ça, franchement, c'est systématique. Ça ne veut pas dire qu'elles disent vrai, qu'elles disent faux, c'est pas la question. C'est la manière dont on aborde, qui est tellement englué dans des stéréotypes que de toute façon, l'enquête est presque dès le départ biaisée, on pourrait dire. Je vous voyais réagir, Anne-Cécile Maillefer. Oui, alors réagir sur cette décision et les motifs de cette décision surtout. Ouais, nous, elles nous ont beaucoup interpellés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne respecte en réalité ni la loi française, parce que le viol est défini par le comportement de l'agresseur. Donc c'est ça qu'on doit regarder en réalité, c'est-à-dire que ça ne respecte pas la loi de chercher des choses dans la vie de la victime, ni les conventions internationales, ni ce que la France en fait s'est engagée à respecter en termes de Cour européenne des droits de l'homme ou de Convention d'Istanbul et de faire des procès équitables. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc dans cette décision ? Et c'est pour ça que avec des avocates, y compris de la force juridique de la Fondation des femmes, on alerte le procureur général de la République, on lui demande de se pourvoir en cassation. C'est parce que pour nous, c'est une décision, en tout cas les motifs de cette décision sont extrêmement graves et ne respectent pas à nouveau ni la loi, ni les conventions internationales. Donc c'est une décision qui est à notre sens hors la loi, donc sans même parler du fond du dossier. Qu'est-ce qu'elle dit cette décision ? Elle va dire... Effectivement, la grande majorité des motifs qui sont dans cette décision concernent le comportement de la victime, la vie de la victime, une sorte de moralité de la victime. Cette décision, elle est vraiment complètement empreinte de culture du viol, parce qu'il faut mettre les mots, c'est vraiment la culture du viol. Elle va expliquer donc dans les motifs de la décision pourquoi il y a cet acquittement. On va dire, mais en fait, un viol par fellation, c'est impossible, puisque la dame a bien ouvert la bouche. Donc c'est bien qu'elle était d'accord. Donc ça, par exemple, c'est une négation complète avec tout ce qu'on sait des viols et des violences sexuelles aujourd'hui. Et donc ça, c'est par exemple absolument incohérent et interdit. Et puis aussi, dans ces décisions, ce qu'on voit, c'est que toutes les conséquences psychotraumatiques des viols, c'est comme si tout ce qu'on avait appris depuis des années sur les conséquences psychotraumatiques des viols était complètement ignoré. Et donc les conséquences sur la victime, donc on va dire qu'elle a une personnalité qui a été qualifiée de borderline, alors à savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça se retourne contre elle. Or, une personnalité borderline, ça peut aussi faire partie des conséquences. En fait, quand on a été victime de violences sexuelles, oui, on a ces problématiques-là. Une expertise, je le précise, qui a été faite à moins de 48 heures après les faits présumés, alors, et c'est ce qu'elle raconte, Émilie Spanton, dans votre documentaire Ovidie, qu'elle avait dormi que très peu d'heures. C'est ça qu'elle explique dans le documentaire. Oui, effectivement, qu'elle avait très peu dormi au moment de... Et qu'elle a été tirée de son sommeil au milieu de la nuit pour une expertise. Marine ? En fait, ce qui est frappant, c'est à quel point, au départ, elle vit 48 heures ou elle dort 2 heures. Alors qu'on fasse les prélèvements, qu'elle soit effectivement auditionnée assez rapidement, c'est normal. Mais pendant ce temps-là, les deux mis en cause, eux, ils repartent dormir. Ils repartent aussi dans les étages des bureaux. C'est ce que raconte très bien le documentaire. C'est la différence, en fait, de traitement que nous, on retrouve dans les enquêtes qu'on suit à Mediapart au quotidien. C'est-à-dire que concrètement, la grande majorité des enquêtes judiciaires sur des cas de violences sexuelles montre qu'on se concentre beaucoup plus sur la plaignante que sur les mis en cause. On va faire des enquêtes d'environnement, effectivement, questionner les anciennes conjointes des plaignantes, mais on ne va pas le faire systématiquement du côté des mis en cause. Je donne un exemple sur la fameuse expertise psy, puisqu'elle est obligatoire pour les plaignantes. Elle est beaucoup plus rare concernant les mis en cause et elle arrive en général au moment où ils sont mis en examen pour viol. Ce qui, on va en parler peut-être après, est quand même assez rare d'arriver déjà à ce niveau-là. On voit par exemple dans des affaires qu'on a suivies, PPDA, Darmanin, Besson, qu'ils n'ont pas subi d'expertise psy, en fait. Et qu'au stade de l'enquête préliminaire, leurs entourages ont été très très peu questionnés. Donc on voit ce deux poids deux mesures. Et même chose sur les contradictions, les incohérences. Finalement, la moindre incohérence d'une plaignante va lui être reprochée pendant tout le dossier, alors qu'il y en a dans ce dossier des incohérences aussi du côté des mis en cause. On les souligne beaucoup moins. Il faut savoir que les deux mis en cause... Plus que des incohérences, là on est sur des mensonges. Des changements de version. Ils nient des choses qu'ensuite ils reconnaissent une fois que les preuves sont établies. Et là, en fait, dans la motivation de la décision du juge, c'est écrit qu'ils mettent du temps à dire les choses.
Oui. Et donc, comme si en fait, donc c'est pas dit qu'ils ont menti, c'est dit qu'ils ont mis du temps à s'accorder sur la réalité de la situation. La version la victime, c'est la victime en fait, ce qui est reproché. Par contre, on va dire qu'elle, on insiste beaucoup sur le fait qu'elle ne savait plus exactement combien d'hommes, bon, sachant qu'en plus elle avait quand même la tête sur le bureau, donc en fait elle ne voyait pas ce qu'il se passait. Donc en fait, on lui reproche toutes ces incohérences, sachant qu'elle était extrêmement alcoolisée, complètement évidemment sous le choc. Et de l'autre côté, on va dire que ils ont mis du temps, et puis aussi on leur trouve des circonstances atténuantes. Voilà, moins spontanée, la version des faits donnée par l'un des deux accusés. Puisqu'on est sur le verdict, je voulais vous en lire un passage, et puis on reviendra sur un autre extrait du documentaire qui aborde finalement la question assez simple, mais tout de même finalement encore assez complexe du consentement. Mais allons sur le verdict. Je vous lis ce passage. Si Emily Spanton est évidemment libre de refuser à tout moment un rapport sexuel, son récit ne permet pas de comprendre pour quelles raisons, alors qu'elle était avenante, alcoolisée et paraissait séduite par Nicolas R. au vu des vidéosurveillances tournées dans le pub Le Galway, ce dernier aurait éprouvé le besoin de recourir à la force avant toute proposition explicite. En effet, Emily Spanton n'évoque aucune proposition verbale ou gestuelle préalable qu'elle aurait déclinée et qui aurait déclenché l'emploi de la surprise ou de la violence pour obtenir le rapport sexuel désiré. Alors j'ai l'impression qu'on est encore au point de départ de la question en réalité du consentement et des stéréotypes sur qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise victime. C'est-à-dire sans se prononcer sur moi j'ai pas suivi j'ai pas suivi le dossier, j'ai pas suivi le procès, mais par contre c'est sûr que l'idée on refait pas le procès et l'idée n'est pas de dire ils sont coupables, c'est de décortiquer la façon dont les faits ont été abordés et le récit de la... En tout cas là où ça fait forcément écho effectivement à des choses qu'on voit souvent, qu'on entend souvent de personnes. Nous quand on enquête sur ces questions avec Marine, on a tout le temps l'idée non mais je vous préviens, je suis pas la bonne victime. Cette phrase on l'entend tout le temps. Ça veut dire que les femmes, je dis les femmes pluriel de majorité, écrasante majorité, mais je le précise quand même, elles ont dans la tête dès le début que personne ne va les croire. Et exactement cette idée, parce qu'elles vous disent oui mais en fait peut-être il m'a mal compris, peut-être j'ai été mal comprise, ça c'est pareil, on l'entend tout le temps, parce qu'avec l'idée que vous pouvez à un moment avoir été dans un rapport avec quelqu'un, d'abord comme très souvent les violences sexuelles ont lieu dans la famille, donc vous avez forcément des rapports avec les personnes qui vous violentent, mais avec des amis ou dans un bar ou dans un cadre festif, etc. Et avoir été d'accord pour XXXXX et qu'après vous n'êtes plus d'accord. Et ça c'est tout le temps l'idée. Oui, mais comme j'ai dit ça, comme j'ai fait ça, comme j'ai bu un verre, comme j'avais bu. Alors ça aussi l'alcool c'est pareil. Toujours l'idée que puisqu'elles ont bu, on va pas les croire, on va les accabler, ou parce qu'elles ont consommé de la drogue quand elles avaient 15 ans et demi. Je dis que des choses qu'on entend très souvent. On va pas les croire. C'est cette idée. C'est ce que dit exactement. Oui, exactement. Je dis que ça fait exactement écho à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette idée que, puisqu'elle a été d'accord à là je dis elle en général, à telle heure, et elle est d'accord 3 heures plus tard. C'est complètement faux, on le sait très bien. Justement, Ovidie, alors pareil, encore une fois, sans refaire le procès, préjuger ou condamner les policiers qui sont acquittés, quand vous avez vu ce verdict et lu les bribes des motivations, notamment cette question de l'alcoolisation de la victime qui revient à 3 reprises dans la motivation, la feuille de motivation, très alcoolisée au moment des faits, son état d'alcoolisation au moment des faits, avenante et alcoolisée. Qu'est-ce que ça vous évoque le fait qu'on fasse en permanence référence à l'état d'alcoolisation de la plaignante, victime présumée? Déjà, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y aura une vraie discussion à avoir sur le consentement sous alcool, en fait. Alors là, c'est compliqué. On ne va pas faire comme pour le code de la route en disant vous n'avez plus le droit d'avoir un rapport sexuel après 2 verres ou je ne sais pas quoi. Mais on sait quand même, avec les analyses, qu'elle est entre 2 grammes et 2 grammes 5. Enfin, moi, j'ai jamais été à 2 grammes, 2 grammes 5 de ma vie. Mais j'imagine qu'entre 2 grammes et 2 grammes 5, déjà, j'aurais des trous de mémoire. C'est déjà d'ailleurs ce que dit l'expertise. Confusion mentale, léthargie, troubles de mémoire. C'est quand même compliqué. Et se pose quand même la question de est-ce que, alors là, mais c'est une question plus générale, c'est est-ce qu'il est vraiment bien raisonnable d'avoir un rapport sexuel avec une personne qui est à 2 grammes, 2 grammes 5 ? Ça, au-delà de... Alors peut-être que... Enfin voilà, c'est pas écrit noir sur blanc dans la loi qu'il ne faut pas avoir. Mais quand même, ce serait une... Je sais pas, je trouve... Derrière raisonnable, on pourrait dire... C'est un vrai sujet quand même. La question de l'alcool, est-ce qu'on est en capacité de consentir quand on est à 2 grammes, 2 grammes 5 ? C'est un vrai sujet. Après, moi, ce qui m'a vraiment perturbée dans cette affaire... Alors, j'ai pas suivi le procès de 2022, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui fait qu'on arrive à cet acquittement, j'en sais rien, donc je le commente pas. Mais en tout cas, lors de la première instruction, moi, ce qui m'a choquée, c'est que les juges d'instruction sont allés jusqu'au Canada
pour aller creuser dans la vie intime de la plaignante, pour aller demander aux gens là-bas ce qu'on disait d'elle, ce qu'on racontait de sa vie, est-ce qu'elle avait la cuisse un peu légère, dans quel état elle est revenue de Paris après les faits, est-ce qu'elle s'en vantait, enfin voilà, elle a accueilli la juge d'instruction chez elle, qu'ils ont rencontré, la juge d'instruction a rencontré ses parents, même son chien, comme elle le dit. Enfin voilà, ils ont fait venir à la barre lors du premier procès, là je ne sais pas s'ils l'ont refait pour le second, mais lors du premier procès, ils ont fait venir à la barre son ex-mari, à qui elle n'avait pas parlé depuis 8 ou 9 ans. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Et qui raconte, précisons-le, des choses quand même très éloignées des faits. Il parle de retard de loyer, il parle du fait qu'elle buvait de l'alcool, qu'elle prenait de la drogue, enfin des choses qui n'ont rien à voir avec les faits. Le pire, c'est que ça marche, c'est que ça sème le doute et ça marche. C'est ça qui est terrible, c'est que ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Mais malgré tout, dans la tête, je pense, des jurés, ça sème le doute, se dire ah oui, bah dis donc, elle avait une vie un peu dissolue, ah bah dis donc, elle prenait de la drogue, ah bah oui, elle avait des retards de loyer, ah bah oui, est-ce qu'elle est fiable? Et on revient à cette histoire de la mauvaise victime ou de la bonne victime. Alors Marine, rapidement, parce que je voudrais justement que là-dessus on écoute totalement l'affaire DSK et l'affaire Georges Tron également. Mais ce que je voulais souligner sur l'alcool, il faut savoir que la moitié des victimes de viol qui arrivent aux unités médico-judiciaires, donc là où on fait les prélèvements juste après les faits, sont des victimes, des femmes victimes ou des hommes de viol dans un contexte d'alcoolisation. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire que c'est un état de vulnérabilité où en plus, du coup, les plaignantes vont être encore plus culpabilisées, comme on le disait à l'instant. Donc et dans ces décisions et dans de nombreuses décisions qu'on peut avoir dans les dossiers conçus à Mediapart, on voit que c'est pas du tout traité comme un facteur aggravant. Qu'au contraire, on va simplement souligner le fait que la plaignante a pu être incohérente dans ses déclarations. Et la dernière chose, c'est la confusion entre finalement tout ce qui est un petit peu de l'ordre de jugements moraux et puis de l'autre côté de ce qui pourrait être reproché dans le code pénal. Être en collant barésie et alcoolisé et dans un bar avec des hommes à qui elle aurait peut-être dit oui au départ et ensuite non, etc. C'est pas dans le code pénal, c'est pas interdit. On peut penser que c'est pas prudent ou quoi, ou émettre des jugements moraux comme l'ont fait certains, mais c'est pas interdit. Et donc c'est là où la seule question qui doit être mise sur la table, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'alimenter la thèse d'un viol et d'une relation non consentie ou non? Est-ce qu'il y a des éléments à charge ou non? Et c'est les seuls éléments qui doivent permettre. Mais dans ces éléments-là, justement, dans le code pénal, quand même, on se centre sur ce qu'a fait l'agresseur présumé. Et donc là, les questions qui n'ont pas été posées, et en tout cas ce qui n'est pas dans la motivation de la décision, c'est qu'est-ce que les policiers ont fait pour s'assurer qu'elle était consentante. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui permettait, étant donné son degré d'alcoolémie, etc. Et là-dessus, on n'a pas d'éléments, en tout cas dans la décision, parce qu'on voit bien qu'en fait, c'est une décision qui n'a pas été rendue sur ces questions-là. Or, c'est quand même ça, normalement, le sens de notre loi, qui n'a pas du tout été rendue sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'assurer qu'elle n'était pas surprise, pour s'assurer qu'elle était consentante. Et donc, en fait, on a une présomption de consentement de la part des femmes à des rapports sexuels, surtout si elles sont seules, alcoolisées, avenantes, comme c'est écrit dans la décision. Et donc on présume qu'elles seront d'accord pour n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Or, on ne s'est pas posé la question de se dire, mais qu'est-ce qui a fait que 4 policiers dans un bar ont vu cette femme seule en train de boire et se sont dit, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Est-ce que ça, c'est pas au contraire une stratégie? En réalité, on aurait pu aussi l'analyser, et ça aurait pu être analysé de cette manière-là, comme en réalité une stratégie d'agresseur, de prédation à plusieurs, face à une victime qui est seule, alcoolisée, dans un bar. À l'inverse, donc, je redis, le verdict motive sa décision en disant que le policier, il ne comprend pas comment le policier aurait éprouvé le besoin de recourir à la force avant toute proposition vu qu'elle était alcoolisée. Puisqu'elle était alcoolisée. Donc c'est complètement le contraire. Léna. Non, juste ça me fait penser à un petit point par ailleurs que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi un point important de ce que dit cette affaire, et c'est pour ça qu'elle fait écho et qu'elle est importante, c'est évidemment le fait que les personnes qui sont mises en cause sont des policiers, et qu'on le sait, on a plein de dossiers, on a notre collègue Sophie Boutboul qui a travaillé beaucoup à Mediapart sur ces sujets, qui a fait un livre aussi consacré au sujet, on le sait. Très souvent, les policiers ne sont pas suspendus à titre conservatoire. Je parle en tant que salariés, dans le travail qu'ils font, malgré les promesses qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, notamment sur le port d'armes, ou bien sur le fait qu'ils seraient systématiquement mis à l'écart de l'accueil des victimes, etc. C'est aujourd'hui un problème extrêmement important dans la police et dans la gendarmerie, et qui a des conséquences. Et c'est évident que dans cette affaire, l'identité est mise en cause, renforce tous les stéréotypes dont on parle
depuis tout à l'heure, et toute la manière problématique qu'on a d'aborder ces sujets. Donc voilà, tout un tas de faux questionnements, de stéréotypes qui ont existé pendant ce procès de première instance. Et donc celui qui finalement recadre et résume le mieux l'enjeu de ce procès, c'est le procureur général, Philippe Courroy, qui avait donc requis 7 ans de prison en première instance. Extrait de votre documentaire. On peut effectivement dire « Ah, bah ouais, mais elle était alcoolisée, donc elle raconte n'importe quoi, elle n'a pas de souvenir précis, et puis elle était un peu de mœurs légères, et puis... » Oui, mais... Et alors? Quand vous revenez à l'essence des choses, Emily Spanton, elle peut rentrer dans le bar, enfin Emily Spanton ou n'importe qui, elle peut rentrer dans le bar, habillée comme elle le veut, et elle peut aussi accepter éventuellement de flirter à 23h avec un, et ne pas être d'accord pour des relations sexuelles à 1h du matin. Et donc c'était ça l'essentiel des choses. Et c'était de se demander au fond si avec l'ensemble des éléments que l'on avait, elle avait été consentante pour les relations sexuelles qu'elle disait avoir subies dans les bureaux du 36. Voilà, donc la question est celle du consentement. Est-ce qu'elle a consenti ou pas? Est-ce que son consentement était éclairé ou pas? La question du consentement, elle a l'air quand même simplissime. C'est une notion qui a l'air simplissime et qui pourtant semble toujours aussi complexe à traduire sur le plan judiciaire ou à démêler, à expliquer, à établir. Est-ce qu'on a avancé là-dessus depuis MeToo? Ça a permis de mettre en lumière la question du consentement, du non-consentement. Est-ce qu'on a avancé? C'est vrai que ça a mis au centre le fait que le consentement, c'est pas si simple. C'est-à-dire que le consentement, c'est pas parce qu'on ne dit pas oui qu'on consent. Donc ça, c'est aussi grâce à MeToo. Je trouve que dans la population, il y a eu quand même une meilleure compréhension et ça se voit dans le nombre de femmes qui ont dit mais en fait, moi aussi, ça m'est arrivé. En fait, je voulais pas vraiment et j'ai pas forcément dit oui, etc. Donc en fait, ça, je pense que ça a quand même un petit peu progressé, y compris dans la tête des femmes, qu'elles se déculpabilisent un peu par rapport à ce qui se passe et qu'elles en fait, elles puissent aussi dire les choses telles qu'elles se sont passées. Par contre, moi, sur le consentement, je ne suis pas de celles, par exemple, qui sont complètement certaines qu'il faille se baser entièrement sur le consentement, parce que le mot même de consentement pose question. Consentir à... ça ne veut pas forcément dire la pleine volonté. Vous voyez, on peut consentir on consent à quelque chose finalement sous la menace, on consent aussi. Donc le consentement, c'est une notion qui est compliquée et c'est pour ça que d'ailleurs que le droit, il n'est pas entièrement rédigé sur est-ce que la victime a consenti ou non, mais plutôt qu'est-ce qu'a fait la personne en face pour s'assurer qu'elle était d'accord. Et donc, en fait, si on se met à se centrer uniquement sur le consentement de la victime, on risque, au contraire, d'aller à fond les ballons dans ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire s'interroger sur la victime, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'elle a bu, sur elle. Et donc, en fait, la manière dont est rédigé aujourd'hui notre code pénal, qu'il faut peut-être quand même améliorer, je ne dis pas, mais ce qu'il faut surtout améliorer, c'est faire reculer la culture du viol chez nos magistrats, chez les policiers, dans nos institutions, parce qu'en fait, c'est ça qui aujourd'hui surtout est le responsable, et on le voit là dans cette affaire. À nouveau, le motif de cette décision est empreinte de culture du viol et ne correspond pas à notre droit, ne correspond pas aux engagements de la France. Donc le problème, c'est pas tellement... Il faut peut-être améliorer le droit, mais le problème, c'est surtout la manière dont aujourd'hui, dans nos cours d'assises, on est encore complètement dans cette culture du viol, et la France ne respecte pas un des engagements, par exemple, qui est de faire que normalement, aucun magistrat non formé à ces questions-là ne doit juger ces sujets-là. Et je ne suis pas sûre que ça a été le cas des magistrats qui ont jugé dans ce cas-là. Et aussi une autre chose, c'est que dans le cas de ce procès aussi, on a à nouveau, parce que je dis à nouveau parce que c'est le cas dans beaucoup d'affaires, pas que sur les violences faites aux femmes, mais on a la parole d'experts qui ne sont pas formés au psychotrauma, qui ne sont pas, on les appelle les experts, mais ils ne sont pas experts du psychotrauma, ils ne sont pas experts de violences sexuelles, et ils viennent délivrer des expertises sur les victimes qui plombent complètement leur dossier. Et donc là, c'est le cas de Coutenceau, par exemple, qui a été lui-même d'ailleurs reconnu coupable de harcèlement contre des collaboratrices, qui donc n'est peut-être pas le meilleur pour juger de la personnalité d'une femme, et qui là a eu son expertise est par exemple bien remise dans le motif de décision. Donc voilà. Donc à nouveau, moi je sais pas, le consentement, il faut faire attention parce que à nouveau c'est se centrer sur la victime. Il faut faire attention à ça. Mais c'est sur la manière dont on s'assure que le consentement est plutôt acquis. Il ne faudrait pas qu'en droit, pour vouloir bien mettre au cœur le consentement, ce qui est une chose à faire, mais il ne faudrait pas qu'en droit, résultat, on aille dans le sens de la culture du viol qui est de se focaliser entièrement sur la victime. Vous partagez cette
analyse ou cette appréhension de cette question, Ovidie? Je sais pas, je sais pas quoi en penser. En tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est que en 2019, janvier 2019, lors de ce premier procès, le consentement était sur toutes les lèvres. Enfin, tout le monde en parlait du consentement. On n'avait jamais autant parlé de consentement qu'à ce moment-là. On est 1 an et des brouettes. MeToo, c'est octobre 2017. On est 1 an et des brouettes après MeToo. Et je pense que si on n'avait pas été dans cette phase post-MeToo, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette condamnation de 7 ans. Ce que je constate aujourd'hui, en 2022, encore une fois sans remettre en question l'acquittement, c'est qu'il y a eu un désintérêt. C'est-à-dire, en 2019, il y a 30 journalistes accrédités qui sont sur place. Et tout le monde en parle. Et il y a ce live tweet sur Twitter, tout le monde se tient au courant. Là, 2022, il y a eu une dépêche AFP à l'ouverture du procès, et puis il y a eu quelques articles à l'annonce du verdict, et basta cosy. Il n'y a rien eu pendant ces 3 semaines d'audience. Donc, ça veut dire qu'il y a un désintérêt, en fait. Et il y a... est-ce que les gens estiment que, oh là là, le féminisme, on en a assez soupé? Enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, on le sent même en mouvement militant qu'il y a eu comme un spleen féministe, qu'il y a eu une redescente comme ça, une sensation d'abandon aussi, parfois. Mais voilà, moi, ce que je constate juste, c'est que 2022, il n'y a pas un journaliste dans la salle pour couvrir à ce moment-là, ou pratiquement pas, quoi. Voilà, il y a 2 dépêches AFP et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Après, le contexte est particulier. On était à l'approche des élections, période électorale, etc. Enfin, voilà. Oui. Mais je me suis posé la question de ça, qu'est-ce que ça raconte, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'en 2016, circuler, il n'y a rien à voir, 2019, 7 ans, 2022, acquittement. Marine, rapidement, après on va parler de la cassation. Non, sur la question du consentement, parce que c'est quand même au cœur du documentaire et au cœur des débats qu'on a quand même depuis des années, y compris en France. On sait qu'en Espagne, projet de loi justement a été mis sur la table qui disait seul un oui est un oui, en gros, qui interroge ce consentement. Mais en France, dans le code pénal, on présume qu'une femme, hors des cas de menaces, contraintes, surprises ou violences, elle est consentante tout le temps. Ce qui pose quand même de sacrées questions. Et je trouve que cette définition dans le code pénal, elle est aussi imprégnée de représentations stéréotypées du viol. Le type du parking, la victime qui crie, etc. C'est encore vivace, ces stéréotypes. Et en réalité, on sait que dans 9 cas sur 10, la personne connaît le violeur, on sait tout ça. Donc, c'est une usine à gaz, finalement, cette définition du code pénal, mais surtout, chose complètement incompréhensible, il n'y a pas le mot consentement dans la définition du code pénal, alors que n'importe quel article de presse sur le sujet, il y a le mot consentement. Donc, effectivement, après, je suis d'accord sur le mot et ce que ça renvoie, mais à minima, interroger en fait les signaux, effectivement, qui ont pu être donnés dans l'autre sens, et je crois que c'est vraiment au cœur de ce documentaire, cette question. Donc la cassation. Autre question. Il y a eu donc cet acquittement avec donc des applaudissements dans la salle, puis une salle qui était remplie sur les bancs du public de policiers venus soutenir les mises en cause. C'était déjà le cas en première instance, que raconte dans votre documentaire Marie Barbier, des collègues qui font bloc derrière leurs camarades, tandis qu'Émilie Spanton est plutôt seule ou presque. Après, les réactions étaient très sobres. Aux premières instances, oui, tout à fait. Mais là, au moment de l'acquittement, le verdict est applaudi. Oui, alors ça, c'est une image catastrophique, surtout après les hashtags double peine et tout ce qu'on a vu quand même là, après MeToo et les sujets sur les féminicides, où on voit qu'il y a aussi quand même de la part de la police d'énormes manquements. Et là, effectivement, le fait que des policiers applaudissent l'acquittement, et puis en plus, Émilie Spanton qui part en pleurant, donc vous imaginez, elle part en pleurant et il y a des policiers dans la salle qui applaudissent ça. Je trouve ça affreux, en fait. Et voilà. Et cet esprit de corps, je pense, est extrêmement néfaste. Parce que qu'il y ait eu consentement ou pas consentement, au-delà de ça, on parle quand même de 2 policiers qui sont rentrés dans les locaux du 36 avec une femme qui est très, très, très alcoolisée. Il y a eu des échanges de SMS pas glorieux, du genre « dépêche-toi, c'est une touseuse », etc. Des petites phrases pas élégantes, du genre « ah, on va entendre couiner ». Donc, je veux dire... Alors, ça ne veut pas dire que ça mérite 7 ans, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme... Il n'y a pas de quoi applaudir, en fait. Il n'y a pas de quoi applaudir. Qu'il y ait consentement ou pas consentement, il n'y a pas de... Enfin, je ne vois pas de quoi se réjouir. C'est pas élégant, quoi.
Tout à fait. Je voulais mentionner ce courrier écrit cette lettre, je ne sais pas si elle est ouverte, mais en tout cas ce courrier d'interpellation de plusieurs avocates et juristes qui interpellent le procureur général François Molins à la Cour de cassation et le procureur général Rémi Heitz à la Cour d'appel de Paris, avec lettre également transmise à Emmanuel Macron, Jean Castex et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, qui demandent donc la cassation, le pourvoi en cassation, pardon. Vous avez expliqué pourquoi c'était souhaitable. Est-ce que vous êtes optimiste? C'est jusqu'à jeudi, je crois. En fait, ce qui est terrible, c'est que là, le calendrier est catastrophique. Ouais. Ça, on en est bien consciente. De la même manière que le procès n'a sûrement pas été entièrement couvert aussi parce qu'il y a eu ces élections présidentielles de 48 heures après. Là, c'est pareil. En fait, il a 5 jours en fait pour se pourvoir en cassation, le procureur général. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de capacité de levier, étant donné que les médias aussi sont entièrement focalisés sur le nouveau gouvernement, sur voilà. Donc, mais en tout cas, ce que ces avocates écrivent, et moi je suis vraiment, je les suis à 3000%, c'est que cette décision, elle est très symbolique et extrêmement néfaste en fait pour les droits des femmes. Elle est empreinte de culture du viol sur un procès qui en plus qui a été très médiatisé avec des policiers. En fait, ça devrait être un procès sur lequel, au contraire, en fait, les magistrats ont dû s'attacher à être extrêmement rigoureux, même s'il faut le faire toujours, mais encore plus là, étant donné la visibilité, étant donné que c'était quand même des policiers qui étaient accusés. Et en fait, on voit que cette décision, donc, elle est contraire à nouveau aux engagements internationaux de la France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce courrier qui explique pourquoi, selon ces avocates, cette décision, en fait, est contraire sur le fondement de notre droit, pas sur le fond de l'affaire, parce qu'elles ne le connaissent pas dans les détails, mais en tout cas sur le droit. Et voilà, et c'est le seul recours pour Emily Spanton pour que cette affaire-là ne se solde pas par un acquittement général sous les applaudissements des policiers. Et donc, la Cour de cassation, si elle est saisie, peut rejeter le pourvoi ou peut décider de casser le verdict et décider aussi de recommander, enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, mais de redemander un procès. Oui, et ça pourrait être aussi intéressant, une décision d'entendre justement qu'est-ce que la Cour de cassation a à dire sur le fond en fait, de cette décision, sur ce qu'on a dit. Elle peut le faire. Et voilà. Et ce serait un signal fort aussi envoyé à nouveau, surtout aux magistrats, dans la manière dont ils doivent juger, dans la manière dont ils doivent rédiger des décisions, dont ils doivent juger ces sujets-là. Rapidement, encore une question pour chacune. Rapidement, de Cécile Maillefert, l'égalité femmes-hommes est la nouvelle grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. La fin des violences contre les femmes était celle du quinquennat précédent. Est-ce que ce procès montre encore l'étendue du chemin à parcourir? Ouais. Oula, ça part mal pour ces 5 ans. Il va falloir y mettre un petit peu plus d'énergie là. C'est pour ça qu'effectivement cette décision nous plombe un peu en fait, pour être honnête, parce qu'on se dit on va bientôt fêter les 5 ans de MeToo. Ça a été une prise de conscience absolument incroyable dans la population. Pour nous féministes qui nous battons depuis des dizaines d'années, en fait, c'était fabuleux de voir à quel point tout à coup les femmes et les hommes se rendaient compte en fait de plein de choses que nous on disait depuis longtemps. Et c'est vrai que la réaction politique, elle n'a pas été à la hauteur de cette prise de conscience de la population, et la réaction de la justice a été bien pire en fait. Regardez toutes les histoires que vous avez suivies, vous le savez mieux que personne, Marine, parce que vous avez écrit un livre à ce sujet, mais regardez c'est quoi en fait les décisions là, de justice de toutes les affaires de viol qu'on a entendues depuis 5 ans. Alors, prison, pas prison, c'est juste en termes de condamnation, en fait, en termes de reconnaître quelqu'un coupable. C'est quand même... j'ai regardé les chiffres. En 2020, il n'y a jamais eu aussi peu de violeurs condamnés. Il y en a 732 en 2020 sur 95 000 viols. Donc, alors peut-être que c'est à cause du confinement, je ne sais pas, mais on est passé de 1100 en 2019 à 732. 732 hommes reconnus coupables de viol dans notre pays. Donc, est-ce que les femmes sont des menteuses en France ? Et 73% des plaintes pour violences sexuelles classées sans suite. Ouais. C'est aussi un chiffre assez parlant. Et voilà, donc là on va voir les chiffres 2021, je suis très intéressée, parce qu'il y a quand même 66% de plaintes en plus, donc il faudrait qu'on voit quand même un petit peu des choses qui se passent dans les tribunaux maintenant. Et en fait, malheureusement, ce genre de décision, ce qu'elle dit, cette décision, c'est taisez-vous. Vous gagnerez jamais. Même après MeToo, même après tout ça, vous gagnerez pas.
Et maintenant, parlons de la peine. Ovidie, vous l'avez dit, vous êtes abolitionniste. Je sais que votre documentaire voulait aussi poser la question de la prison, de la politique pénale, en fait, sur les violences sexuelles. Si la condamnation avait été maintenue, est-ce que le placement en détention vous semblait la meilleure des réponses? Après, bon, voilà, moi, c'est mes convictions personnelles. Non, mais ça m'intéresse. Je suis abolitionniste, je suis contre toutes les prisons. Donc, en tant que féministe, je suis aussi contre les prisons dans ce genre de circonstances. Je sais pas, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait proposer, mais en tout cas, une chose dont je suis certaine, c'est que je pense pas qu'il faille juger ce type d'affaires 3 semaines aux assises. Je pense que c'est pas, et encore moins 8 ans après les faits. Et je pense pas que ce truc de dire c'est 7 ans sinon l'acquittement, je pense pas que ce soit une... Parce que je pense que dans la tête des jurés, il y a ça, ils se disent on va pas envoyer ces gars 7 ans en prison, etc. Et même de toute façon, dans ce genre de situation, qu'ils soient coupables ou pas coupables, je pense pas que la prison puisse aider les hommes à prendre conscience éventuellement de ce qu'ils ont fait. En fait, ça, je ne crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense pas que à l'heure actuelle, les personnes qui sont reconnues de viol et qui vont faire de la prison, je crois pas qu'ils sortent de là en se disant ah oui, effectivement, j'ai sacrément merdé. En fait, je n'y crois pas. Donc, je pense qu'il y aurait une réflexion. J'ai pas la solution, hein, mais je pense qu'il y aurait une réflexion générale à avoir sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, alors après évidemment c'est un énorme chantier, voilà, c'est peut-être qu'on refera une émission pour en discuter plus amplement. Vraiment une autre émission à faire effectivement, mais une chose dont je suis certaine, c'est que je crois pas que ce soit ça la solution. Pour un changement de culture. Non, je ne vois pas. Merci à toutes les 4. Ovidie, votre documentaire Le procès du 36 est diffusé demain soir sur France 2 à 22h45 dans l'émission Infrarouge. Regardez-le, il est super instructif, documenté et factuel, et donc convaincant. Merci à vous de nous suivre. Bonne soirée. Salut!